toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Soshi deuxième chaîne. Comme le nom l'indique, il s'agit de ma deuxième chaîne car j'ai une chaîne principale où je parle principalement de K-pop qui est une de mes passions. Parce que vraiment j'écoute de la K-pop depuis environ 2008-2009. Donc du coup, étant donné que j'adore ça, j'ai décidé d'en faire une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver du coup tout ce qui est question de news dans la K-pop, tout ce qui va être question également de vidéos réactions. Je parle également parfois de temps en temps d'émissions en rapport avec la K-pop et également je vous présente des groupes, ou en tout cas des artistes et des groupes que j'apprécie énormément et qui mériteraient peut-être un peu plus d'attention. Voilà, donc si vous voulez vraiment avoir tout ce qui est K-pop et tout ça, ce sera sur ma chaîne principale. Je fais également des let's play sur Amour Sucré et Eldaria. Bon, Eldaria j'ai un peu abandonné, mais il y a des let's play sur Amour Sucré que j'ai un peu aussi mis de côté, mais ça reviendra. Voilà, donc si ça vous intéresse, de toute façon je vous mets le nom de ma chaîne principale là et je vous mets en barre d'infos du coup le lien qui mène à ma chaîne principale. Mais comme j'ai dit, j'ai d'autres passions parce que je pense que vous êtes comme moi ou pas, je sais pas, mais j'ai plusieurs passions dans la vie et une de mes passions aussi c'est les téléréalités. Alors je parle pas des téléréalités à les anges, les Marseillais, etc. Je parle pas de ce type de télé-réalité, même si en vrai quand j'étais ado j'ai regardé les anges jusqu'à la saison 5, quelque chose comme ça. J'étais fan de Secret Story quand j'étais au collège, lycée, ça date. Vraiment c'était à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'avec les années et le développement de quelques plateformes de streaming, j'ai commencé à apprécier les téléréalités à l'étranger. D'ailleurs j'étais une grosse fan de Keeping Up with the Kardashians, je vous le dis, j'ai été une grande fan. J'ai regardé les anciennes saisons à l'ancienne parce que j'adorais justement les Kardashians, j'adorais voir ce type de téléréalité. J'avais même la chaîne I du coup quelques années plus tard sur laquelle je regardais les Wags. Vraiment je vous dis, les téléréalités américaines, j'étais fan, mais pas que, c'est pas que les États-Unis qui me plaisent. Et depuis que du coup j'ai la plateforme Netflix, depuis plusieurs années, Netflix me propose des tonnes de téléréalités dans tout genre, et également de téléréalités qui sont parfois en rapport avec l'amour, comme on a avec Love is Blind. D'ailleurs la franchise a tellement marché aux États-Unis qu'ils l'ont fait à travers le monde. Il se pourrait qu'il y ait une version française sur Netflix qui devrait arriver, et en plus je crois que c'est Teddy Riner et sa femme qui devraient être les présentateurs. J'avais vu ça sur TikTok et je crois qu'en plus c'était sur le compte officiel de Netflix. À vérifier si vraiment on aura ça cette année, je croise les doigts. En tout cas, comme dit, on a eu une version aux États-Unis d'ailleurs qui a au moins 5 ou 6 saisons. On a eu au moins 3 saisons, je crois, pour la version au Brésil. On a une version en Argentine, il y a une version au Mexique, qui a 2 saisons en Suède, une version au Royaume-Uni et une version en Allemagne. J'ai regardé toutes les versions, peut-être pas forcément du coup en entier parce qu'il y a des versions qui sont plus intéressantes que d'autres à mon humble avis par rapport à ce que je recherche dans l'émission Love is Blind. Mais il y a une des versions d'ailleurs qui, elle m'avait beaucoup intriguée, c'était la version Japan, Love is Blind Japan, parce que c'est vrai qu'au Japon ils ont vraiment leur tradition, ils ont vraiment leur manière de faire et je me suis dit mais comment ils vont réussir à faire cette franchise. Et justement comme je parle du Japon, le Japon a pas mal de télé-réalités, que ce soit des télé-réalités en rapport avec l'amour ou autre, et c'est vrai que sur Netflix ils en avaient déjà pas mal, des anciennes qui avaient marché du coup au Japon, qu'ils ont du coup intégré sur la plateforme. L'une d'entre elles qui était justement extrêmement connue au Japon et qui a eu un grand succès à l'international, et donc on a vu toutes les versions possibles et inimaginables de cette version, c'est Terrace House. Pour les personnes qui n'ont pas connu Terrace House ou qui vraiment regardaient très vite fait ou ne savaient pas trop s'il fallait se lancer ou pas, ou qui ont juste entendu les polémiques qu'il y a eu derrière la dernière saison qu'on connaît, en tout cas que je connais à mon actif, l'histoire de Terrace House, c'est du coup on retrouvait des jeunes japonais, alors parfois ça dépend de quelle version, il y avait soit parfois des métis japonais ou autres, qui se retrouvaient du coup dans une villa et en fait ils allaient vivre leur vie normale. Voilà, c'est-à-dire qu'on leur offre une villa pendant quelques mois, quelques semaines et en fait du coup ils vont développer leur relation et peut-être même tomber amoureux et créer du coup des couples. Et comme dit, en fait ils peuvent sortir, ils ont leur téléphone, en fait ils vivent vraiment leur vie normale mais juste ils sont dans une petite maison. Et en fait ça avait tellement marché les premières saisons, comme je dis, que ça s'est développé au point où sur Netflix vous pouvez trouver plusieurs versions du coup de Terrace House. Mais comme dit, il y a eu une fâcheuse polémique, et je dis fâcheuse, le terme n'est peut-être même pas assez gros par rapport à la dernière saison qui s'était passée à Tokyo de Terrace House. C'était du coup entre 2019 et 2020 si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement des dates parce qu'en plus moi je la regardais cette saison là j'avais regardé toutes les autres et j'étais en plein visionnage de celle-là. Et en fait il y a une des candidates du nom de Hana Kimura qui elle a vécu un cyberharcèlement à cause de cette saison de Terrace House, parce que forcément en tant que candidat il y a des gens qui vont t'aimer et d'autres qui vont moins t'aimer, et en fonction également de ce qui se passe durant la saison, il peut y avoir des choses qui font que ça matche plus ou moins avec le public. Et il y avait eu une interaction en fait avec Hana Kimura et un autre candidat, je ne me rappelle plus de son nom et je m'en excuse, qui apparemment l'avait vu que
à savoir qu'Anna Kimura était une lutteuse professionnelle et du coup elle avait des vêtements un peu faits pour son travail. Et en fait une personne, du coup un candidat avec qui à la base a été censé avoir une certaine relation, avait fait du coup une lessive et ses vêtements avaient rétréci. Et du coup en fait selon ce qu'on a su après bien plus tard, la production avait en fait demandé à ce qu'il y ait un clash et voulait que Anna Kimura frappe le gars. Vraiment, je vous assure, c'est ce que la production voulait. Parce que souvent, on vous dit que oui, c'est sans script, etc. La production demande des choses. La production veut de l'action parce que forcément, s'il n'y a pas d'action, ça peut ne pas intéresser. Du coup, elle s'est dit non, elle va pas non plus taper le gars parce que c'est pas non plus dans sa personnalité. Oui, certes, elle est lutteuse, mais c'est quand elle est sur scène, en fait, quand elle est sur le ring. Là, elle est en communauté avec les gens, elle va pas frapper les gens. Du coup, tout ce qu'elle a fait, le gars, il avait une casquette. Quand elle s'est énervée, elle a balancé la casquette. Et elle est partie pleurer dans son coin parce que vraiment elle était enragée en fait, parce qu'on détruit un de ses outils de travail qui est du coup sa tenue, et c'est normal. Sauf que en fait le public n'a pas forcément compris ses intentions, n'ont pas forcément compris ses émotions, et ils s'en sont pris à elle au point où vraiment elle a été cyber harcelée. Au point où en fait Anna Kimura a malheureusement mis fin à ses jours à cause justement de ce cyber harcèlement qui a été constant. À savoir que c'était une de mes participantes préférées, je vous le dis. Donc quand j'ai appris son décès, je me suis dit mais c'est une blague. Genre, les gens ils comprennent pas que c'est une émission, vraiment là, je refais un warning, mais les émissions de télé-réalité, oui il y a réalité, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a toujours un minimum de script, où il y a un minimum de moments où la production attend que tu ailles vers certaines personnes pour pouvoir faire du mouvement. Donc il faut pas non plus prendre tout ça à cœur, il faut regarder comme si c'était une série et sans plus. Vous n'avez pas besoin d'aller harceler les gens sur les réseaux sociaux pour quelque chose qui s'est passé ou en plus qui a été scripté. Parce que du coup, on a appris après son décès que tout était scripté. Sa mère a parlé de tout ce qu'elle a vécu, du mal-être en fait dans lequel elle était à cause de cette émission. Donc je suis pas là pour parler du coup que de Terrace House bien entendu, mais c'est vraiment pour vous dire que Netflix en fait possède de nombreuses téléréalités, mais justement du monde entier et surtout du Japon, et il y en a qui ont eu un très grand succès. En dehors du Japon, on a par exemple la Corée du Sud en termes de téléréalité de rencontres, qui a Single Inferno qui pète tous les scores. D'ailleurs on a une nouvelle saison qui devrait arriver fin 2025, on a eu la saison début 2025 et on aura une fin 2025. Pour ceux et celles qui ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous mettrai peut-être un petit i ou en barre d'infos, d'une vidéo où je vous parle, en fait je vous fais une petite review sur la dernière saison de Single Inferno, vu que j'ai regardé toutes les saisons. Vous imaginez bien, je suis une fan de télé-réalité, je vous ai dit, surtout télé-réalité amour là, ma passion. Bref, mais du coup je vous ai fait du coup une review parce que cette saison là était pas mal critiquée, et du coup je vous donne mon avis et on parle un peu de tout ce qui a été dit également sur le net à propos de cette saison. Bref, retournons du coup au Japon et aux télé-réalités d'amour. Donc du coup à cause de la polémique qu'il y a eu avec Anna Kimura et son tragique décès, ils ont du coup stoppé la production de la dernière saison de Terrace House, et je ne sais pas en toute honnêteté s'il y en a eu de nouvelles et juste Netflix ne les a pas mis sur sa plateforme, ou si juste ça s'est vraiment stoppé, parce que vraiment ça a eu un impact immense. Les gens justement ils ont beaucoup remis en question la production, mais également la réaction des gens sur internet. Dans tous les cas, il y a de nouvelles téléréalités qui ont du coup popé sur la plateforme, et je vais pas vous mentir, les téléréalités japonaises sont dans un autre niveau. Vraiment, Single Inferno m'avait déçu, mais les téléréalités japonaises, c'est vers quoi il faut aller. Si vous aimez la douceur, vous aimez, je vais pas dire le vrai, parce que comme dit, ça c'est une télé-réalité, je vous dis, pour moi il y a toujours un minimum de script. Il n'empêche que si vous voulez vraiment ressentir des émotions qui semblent les plus véridiques possibles, que vous voulez vraiment vivre l'amour, vous aimez voir l'amour, voir les gens vraiment sortir presque de leur zone de confort, se révéler, je trouve que les télé-réalités japonaises sont les meilleures. D'ailleurs, je trouve que ça... Parfois c'est un côté un peu apaisant, parfois c'est un côté où ça te permet même de découvrir des endroits. Et du coup je vais vous présenter 4 téléréalités japonaises sur les rencontres que j'ai regardées entre 2024 et 2025. Nous sommes en avril 2025, donc vous imaginez bien il risque d'y en avoir d'autres au fur et à mesure de l'année. Mais en tout cas je vous présente déjà mes 4 petits chouchous pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui hésitent, c'est-à-dire que vous avez vu ça sur Netflix et vous saviez pas si oui ou non vous alliez regarder. Écoutez, je vous donne mon avis sur ces 4 téléréalités. On va commencer avec, alors je vais pas dire que c'est celle que je préfère le moins, mais c'est une qui était excellente également. Je trouve que le principe était fou par rapport à la tradition japonaise. Ça allait vraiment à l'encontre de tout, on voyait de très beaux paysages, vraiment je vous assure, j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui je suis encore d'ailleurs les candidats sur Instagram, et il y a un des couples qui vont attendre leur bébé, enfin bref.
je vous parle de, du coup, Love Deadline. Le principe de Love Deadline, comme le dit le titre, hein, il y a une deadline en fait dans les relations, pas dans les relations, mais en tout cas dans la présence des candidats dans cette émission. C'est-à-dire qu'en fait on va retrouver environ 5 jeunes femmes et 5 jeunes hommes qui vont du coup arriver, je crois que si je dis pas de bêtises c'était Okinawa le début, et en fait ils vont traverser un peu le Japon au fur et à mesure de la saison, et durant cette saison, en dehors de traverser le Japon et donc de découvrir de très beaux paysages, ils vont essayer du coup de trouver l'amour. Mais la différence qu'on a avec du coup toutes les autres télé-réalités où vraiment on laisse le temps au temps, bah comme je l'ai dit il y a le terme deadline. En fait, les participants masculins ont une date de péremption. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on ne sait pas à quel moment ils vont partir. Ça peut être le jour même, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans une semaine. En fait, on ne sait pas du tout combien de temps les participants vont rester. Et en fait, c'est fait exprès pour pousser en fait les participantes à aller vers les hommes et à se dépasser. À savoir que le principe même, mais en tout cas la finalité de l'émission, c'est que si tu choisis quelqu'un, c'est pour se marier. Parce que justement, ce sont des personnes qu'on va retrouver dedans qui ont ce besoin ou cette envie de se marier et de fonder une famille. Et du coup, justement, cette émission est faite pour les pousser dans le plus grand retranchement. Et la chose qui change également par rapport aux autres émissions, c'est que ce sont les femmes qui doivent faire le premier pas. C'est-à-dire que si un homme part, c'est-à-dire qu'on lui dit ok aujourd'hui c'est ta dernière date, l'homme va devoir attendre à un endroit, et s'il y a une femme qui elle veut pas le quitter, elle se dit non mais en fait j'ai envie de partir avec toi et je veux me marier avec toi, elle va devoir aller elle-même demander la main au gars. Oui, elle va lui demander sa main, parce que je t'ai dit le principe c'est se marier. Et donc elles vont le faire. Donc il n'y a pas forcément toutes les candidates qui vont le faire ou pas, parce qu'en plus si elles vont demander la main, elles quittent l'émission, parce que même si le gars il refuse, elles vont pas revenir et continuer l'émission. Si elles décident d'aller déclarer leur flamme, l'émission s'arrête également pour elles. Et vraiment, je vous assure, moi j'ai adoré cette émission-là, parce que justement, on voit les couples un peu se créer au fur et à mesure. De temps en temps, la production rentre un peu dans le game pour pouvoir former des choses, vous dire écoutez, vous avez un téléphone, dites avec qui vous voulez partir en date, ils proposent des moments, s'il y a des matchs, du coup vous partez en date, enfin bref. Je trouve vraiment cette émission super intéressante. On découvre, je vous dis, vraiment ils apprennent à se connaître au fur et à mesure. On voit l'amour éclore dans certains couples ou non. Hein. Et vraiment les relations même entre eux, entre femmes, entre hommes, etc. Il y a vraiment une vraie amitié, une vraie alchimie qui se crée entre eux tous. Et à la fin vraiment on s'attache à tout le monde, même s'ils restent pas longtemps. Pour certains, il y en a certains qui vont rester plus ou moins longtemps en termes de candidats masculins, mais vraiment on finit par totalement s'attacher à eux. Alors je vais pas vous dire la finalité de combien de couples ont été formés grâce à cette émission. En tout cas moi je vous dis il y en a un. Oui, il y en a un qui se sent vraiment marié et qui attend vraiment là leur premier enfant, donc je suis extrêmement contente. Je vous dis je suis aux anges, genre... Je sais pas, je dis j'aime l'amour. Mais comme je t'ai dit, Love Deadline n'est pas forcément ma favorite, comme dit. Je me suis attachée aux personnages. Il y a des personnages que j'ai plus appréciés que d'autres. Il y en a qui m'ont fatiguée aussi. Et aussi la chose que je vous dis que j'ai appréciée, c'est voir tous les différents paysages qu'on peut avoir du coup au Japon. Parce que vraiment on part du sud où t'as les plages. On va aller à un endroit où il y a un peu moins de plages. Mais justement c'est une partie automnale. Donc il faisait super beau. T'avais les érables en fleurs et tout. Enfin tout rouge. Avec les temples et tout, je crois que c'était à Kyoto qu'ils étaient allés, puis après ils étaient allés dans le nord où il fait froid, où ils étaient dans la neige. Vraiment on voit que le Japon, justement il y a une diversité de paysages et je vous dis ça donne trop envie de visiter et je pense que c'est fait exprès. Bref, on va du coup passer à ma 3e émission que j'ai beaucoup aimée. Le principe du coup de Love Village, en fait, on va retrouver des candidats qui n'ont pas l'âge qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que très souvent dans les télé-réalités, on va voir des candidats qui ont entre la vingtaine et la trentaine. Et vraiment, même quand tu rentres dans la trentaine, ça va pas très loin en termes de 30 ans. Vous voyez, ça va être 31 ans, 32 ans, 34 grand max. Ça n'a pas plus, mais en fait dans Love Village, c'est le principe en fait, c'est d'avoir des candidats qui ont, on va dire, un peu plus de 35 ans. Ce sont des personnes en fait qui ont connu l'amour ou non et qui veulent justement le découvrir et en fait finir leur vie en fait avec ces personnes-là. Donc on va avoir des candidats qui peuvent avoir jusqu'à 70 ans. Vraiment, c'est pour vous dire, on n'est pas dans ce qu'on a l'habitude de voir. Et tous ces candidats-là, donc hommes comme femmes, vont se retrouver dans une espèce de village qui vont retaper par eux-mêmes. Alors je dis village grand guillemets,
guillemets, parce qu'en fait c'est plutôt une maison, surtout dans la première saison et la deuxième, hein, mais c'est une espèce de maison traditionnelle qui vont finir par retaper ensemble. Donc ils sont vraiment coupés du monde, hein, quasiment. Ils n'ont pas forcément leur téléphone ou leurs ordinateurs pour pouvoir communiquer avec les autres. Ils sont vraiment là dans l'aventure pour rencontrer l'amour et surtout, au vu de leur âge pour certains, rencontrer leur dernier amour. C'est vraiment ce qu'ils veulent le plus, et pouvoir même pour certains se marier. Il y en a certains qui veulent fonder une famille même si c'est entre guillemets trop tard pour la société ou vraiment très juste pour la société. Bref, en tout cas on va les voir du coup, comme je dis, retaper au fur et à mesure la petite maison. Ils vont par eux-mêmes par exemple planter des légumes, planter des fruits. On va leur donner du coup de l'argent, mais pas beaucoup non plus, hein, pour qu'ils apprennent vraiment à vivre de manière humble, hein, et comme je dis, récolter. Donc parmi cet argent là ils vont justement acheter des graines pour pouvoir récolter et vraiment faire les choses par eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai adoré en fait avec cette émission, c'est que c'était tout calme, tout doux. Pour les gens qui aiment les dramas, ce sera peut-être pas fait pour vous. Vraiment, je vous le dis, il y a des dramas, je dis pas qu'il y en a pas. Dans Love Village, il y en a forcément. Dès que tu vis avec des gens que tu connais pas et qui n'ont pas les mêmes habitudes que toi, ça provoque toujours des dramas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les dramas qu'on a l'habitude, surtout qu'ils sont beaucoup plus âgés, donc ils règlent pas les problèmes de la même manière. Mais c'est le fait qu'on les voit retaper au fur et à mesure, les relations se créer au fur et à mesure. Et c'est vraiment cette douceur que moi personnellement j'ai appréciée. Parfois cette lenteur et parfois cette rapidité, ça va dépendre, parce qu'en fait comme les autres, c'est vraiment une émission pour pouvoir rencontrer l'amour. Et du coup en fait quand tu sens que tu as rencontré la personne que tu veux et que tu veux te marier, ou en tout cas aller plus loin dans ta vie avec cette personne, il y a une espèce de cloche qui est en haut d'une montagne, entre guillemets montagne, en fait c'est sur le même terrain mais en haut d'une colline. Tu dois monter la colline et taper sur la cloche, pouvoir annoncer qu'il y a une personne que tu aimes et une personne avec qui tu veux fonder ta vie. Et du coup, une fois qu'il y a ça, tu vas aller rencontrer cette personne-là et lui dire écoute, je te déclare mes sentiments. Si la personne d'en face, elle également, elle veut faire sa vie avec, en fait, l'aventure se termine pour les deux et ils quittent du coup le village. Si par contre la personne en fait que tu veux, elle ne veut pas partir avec toi, la personne qui a tapé sur la cloche s'en va, parce que ça signait quand même la fin de son aventure. Mais pour la personne qui a dit du coup non, elle reste dans l'aventure. Et en fait après il va y avoir un remplacement du coup des candidats qui sont partis au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'émission. Et vraiment, je vous dis, moi, c'est la douceur, les relations. Enfin, vraiment, cette émission, elle a été un peu une bouffée de fraîcheur, je trouve, pour moi, parce que vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de candidats. On a des candidats beaucoup plus âgés et ça change. Vraiment, je vous assure que ça change. Je sais que Netflix a également une autre émission qu'ils ont fait. Je crois que Love Village, c'était avant. Mais je me trompe peut-être en termes de temporalité. Mais pour moi, ils ont fait ça avant. Et après, il y avait une autre émission où on voyait des personnes un peu plus âgées. Mais je crois que c'était aux États-Unis qui voulaient rencontrer l'amour. Mais en tout cas, personnellement, j'ai adoré Love Village. Après, comme dit, ça ne plaira pas forcément à beaucoup. Je pense que Love Deadline pourrait plaire un peu plus à plus de public, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de drama dans Love Deadline que dans Love Village. Mais perso, j'ai adoré. D'ailleurs, au point où ça a tellement marché, il y a eu une deuxième saison qui est sortie en 2025. Alors, je l'ai pas fini. Je vais parler en toute honnêteté, je l'ai pas terminé, je l'ai commencé avec ma mère parce que je regarde ses émissions avec ma mère. Et c'est vrai que on aime bien, mais c'est pas pareil, parce que vraiment, je trouve, et peut-être que vous allez me rejoindre dessus, mais une émission marche en fonction des candidats. Et c'est vrai que t'as des candidats avec qui tu vas beaucoup plus matcher. En plus, souvent quand c'est une première saison, tu découvres l'émission, donc c'est nouveau, et après on connaît un peu comment ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'en fait on est un peu habitué du coup un peu à la mécanique du jeu, entre guillemets, du jeu. Et à la fin en fait j'ai l'impression que ça peut prendre un peu moins. Vous voyez, je n'en sais pas dire qu'on a regardé que 2 épisodes de la saison 2, c'est pas du tout le cas, je crois qu'on a regardé 10 épisodes, donc on a bien avancé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas continué, et il faudrait peut-être qu'un jour qu'on se termine la saison 2. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, elle est pas mal, hein, la saison 2. Mais c'est vrai que gros coup de cœur pour la saison 1. Vraiment, c'était trop mignon. Bref, on va passer du coup à l'avant-dernière émission. Et je suis sûre que vous la connaissez parce que ça avait fait parler. Et il y aura une saison 2 en plus cette année. Et j'ai hâte. On va parler de The Boyfriend. The Boyfriend du coup est une autre émission de télé japonaise dans laquelle on va retrouver que des hommes, parce qu'en fait cette émission est basée sur non pas des relations hétéronormées comme on a l'habitude, parce que Love Deadline et Love Village que hétéronormées et il n'y a pas de couple homosexuel, de bisexuel, etc. Il n'y a pas ça du tout dans ces émissions là. Que The Boyfriend,
c'est fait pour. C'est vraiment la première émission, alors je sais pas si on a eu d'autres au Japon, mais ça a été vraiment vendu en mode c'est la première émission gay japonaise. Je sais pas si c'est vrai. S'il y en a d'autres qui connaissent, vous me direz, mais ça a été vendu comme ça. Et justement, ça avait beaucoup fait parler parce que ça change, on n'a pas l'habitude de ce genre d'émission. Et puis même pour le Japon, parce en fait, le Japon paraît ouvert sur certains points, mais ils sont pas mal conservateurs. Et ça, on l'apprend vraiment avec les candidats eux-mêmes quand ils vont raconter leur vie et leur expérience en tant que personne gay. À savoir que du coup, on va retrouver plusieurs hommes japonais. Il va y avoir un homme coréen d'ailleurs qui va admettre, petit spoiler, mais il va admettre qu'en fait, sa famille n'était même pas au courant qu'il était gay. Voilà, on est à ce stade parce qu'en fait il a peur de révéler qui il est parce que la Corée du Sud c'est aussi très conservateur en fait. Les personnes homosexuelles ne peuvent pas eux non plus pouvoir se révéler au monde. Je sais qu'il y avait encore le chanteur Holland qui s'était plaint et qui s'était même fait tabasser une fois dans la rue parce qu'il était gay. Il y avait une histoire comme quoi il y avait une affiche publicitaire qui mettait en avant des personnes gays, je crois que c'était à Gangnam, donc c'est quand même une des plus grandes villes, enfin un des plus grands quartiers du coup à Séoul qui est très connu et où il y a beaucoup de passages. Du coup quand les gens ont vu ça, ils ont appelé pour dire enlevez-moi cette affiche. L'affiche a été enlevée, hein. Je vous assure, la pub là qui passait sur les écrans, enlevée. C'est pour vous dire, c'est très conservateur là-bas aussi. Donc du coup, pour moi, il a fait preuve d'énormément de courage pour aller dans cette émission-là et également les autres participants parce que du coup, si tu ne l'as révélé à personne, là tout le monde est au courant. Surtout que ça a été une nouveauté, donc tout le monde a regardé, en tout cas plein de gens ont regardé cette émission. Du coup, le principe, c'est en dehors du fait que tous les candidats soient masculins et que du coup, ils étaient du coup pan, bi, gays, ils se retrouvaient du coup dans une villa, comme du coup Love Village par exemple, ou plein d'autres, ils se retrouvaient dans une villa et en fait pour pouvoir vivre dans cette villa, on leur donnait l'opportunité de travailler. Ils avaient donc un food truck qu'ils allaient après à des endroits pour pouvoir vendre du coup des cafés, vendre des gâteaux, etc. Ils vendaient des choses et en fait avec l'argent qu'ils récoltaient, ils pouvaient du coup faire des courses. Donc ils avaient vraiment un budget qui pouvait parfois être serré parce qu'ils vivaient vraiment tous ensemble et devaient faire leurs courses avec le même argent. À savoir qu'ils travaillaient, enfin pour certains ils continuaient à travailler, donc ils n'étaient pas tout le temps là et c'était un peu pour moi le point négatif peut-être de l'émission, c'est qu'il y en a certains à cause de leur travail, ils étaient parfois en décalé avec les autres et ils n'avaient pas le temps de vraiment se rencontrer, d'apprendre à se connaître. Et pour moi c'était un peu dommage parce que le principe pour moi de The Boyfriend avec cette espèce de maison, je crois qu'on l'appelait la greenhouse, c'est de pouvoir justement apprendre à se connaître les uns avec les autres, d'apprendre à vivre ensemble et le fait qu'il y en ait qui travaillent et avec leur boulot ils sont obligés de partir parfois plusieurs jours, de travailler la nuit, donc ils dorment peut-être la journée, enfin bref. Pour moi, je trouvais ça dommage parce que ça faisait un peu un décalage parfois avec certains candidats et pour certains, ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Comment tu veux trouver l'amour dans ce genre de cas où tu rencontres pas vraiment les gens? Donc c'était un peu le côté parfois négatif, mais quand même, je vous dis, on apprend à connaître les candidats. Ils sont touchants, les relations entre eux sont touchantes. On apprend également du coup comment ils vivent leur homosexualité pour certains du coup entre le Japon et la Corée, comment ils ont parfois révélé à leurs parents ou non du coup qu'ils étaient homosexuels ou bisexuels ou pansexuels. Et j'ai trouvé, franchement je vous assure, moi j'ai trouvé l'émission super touchante, agréable à voir. Alors il y a du drama. Pour les gens qui aiment du drama, il y a du drama. Après, c'est japonais, donc faut pas s'attendre non plus à des dramas comme on a avec les anges ou même avec les Brésiliens, les Mexicains, tout. Parce que je vous dis, Love is Blind Mexique, en termes de drama, les Brésiliens aussi, ils ont rien à envier. Ils ont rien en termes de fight, ils ont rien à envier. Ça monte très vite en pression. Qu'au Japon, c'est pas forcément les mêmes disputes. Mais il y a du drama. Il y a du drama, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a vraiment de tout et c'est ce qui fait que cette émission elle est super et aussi ça change, je vous assure ça change et donc je vous dis je suis à ça de la re-regarder parce que j'ai adoré cette émission et j'ai hâte du coup de voir la saison 2 parce que du coup ça a tellement marché que Netflix a signé pour une saison 2. Donc j'ai hâte de voir tout ça, je sais pas quand est-ce qu'elle sort mais j'ai très hâte. On va finir avec la dernière émission que j'ai regardée, d'ailleurs c'est la dernière en date vu qu'elle est sortie cette année là en 2025 qui s'appelle du coup Offline Love. Alors je vais pas vous dire, je vais te parler d'Offline. En fait j'avais envie de vous parler principalement d'Offline Love dans cette vidéo parce que je trouve qu'on en parle très peu en France. Je dis pas qu'il y a personne qui n'a regardé, attention, mais quand je tapais Offline Love sur Twitter, il y avait 2-3 tweets en français mais sinon c'était plutôt dans plein d'autres langues et je trouvais ça dommage parce que Offline Love vraiment
ça change aussi. Je vous dis, ils ont toujours des idées de zinzin en termes de concept. C'est-à-dire que le concept initial, c'est toujours trouver l'amour. Mais ils le font toujours d'une manière différente. Et c'est ça que j'adore avec les émissions japonaises, je vous assure, c'est ma passion. Du coup, Offline Love, comme l'indique le terme, c'est une émission de télé-réalité de rencontre où les candidats seront en offline, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas connectés. En fait, on va avoir, si je dis pas de bêtises, environ 10 candidats qui vont arriver en France, dans la ville de Nice. Je précise, c'est bien une émission japonaise, hein, et ils sont à Nice. Donc ils sont dans un pays et une ville qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent pas forcément bien la culture, ne parlent pas forcément la langue. Et on leur enlève leur téléphone. Je vous assure, pour moi, ça c'est mettre difficulté pro max en fait. Comment ça, tu leur enlèves leur téléphone? Donc pas Google Maps, pas de Google Trad. En fait, on leur donne juste un espèce de fascicule avec des endroits où aller, avec du coup une map en papier, hein, comme à l'ancienne, pour pouvoir trouver les endroits. Et la difficulté pro 1000, on avait déjà pro max, là on est à pro 1000. La difficulté, les candidats ne se connaissent pas. Mais quand je dis ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent pas dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser le destin pour se rencontrer. Donc ils sont tous dans la même ville, dans des hôtels parfois différents. Ils sont à des endroits différents et vont devoir du coup marcher dans la ville pour se rencontrer. Difficulté pro 1000. Voilà, ils ont déjà pas de téléphone. Ils ont pas ils parlent pas la langue. Et ils ne se connaissent pas. Donc en fait, il va falloir qu'ils arrivent à se reconnaître dans la rue. Sauf qu'en France, on a des Asiatiques partout en fait. Il y a des Asiatiques français. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu sais que la personne en face de toi est japonaise et elle fait partie de l'émission en plus? Comment tu sais? Franchement, c'est ça que j'ai trouvé hyper passionnant avec cette émission. C'est que tu te dis, est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont se croiser? On a hâte de voir. Et en plus, du coup, forcément, s'ils se croisent, il faut qu'ils se donnent des rendez-vous. Alors, ce qui est bien, c'est que la production, comme je vous ai dit, leur ont donné un fascicule. Mais surtout, ils ont un lieu, un chef-lieu en fait où ils peuvent tous se retrouver, où ils peuvent tous aller manger et en fait où ils peuvent également se laisser des lettres parce que c'est comme ça qu'ils vont communiquer et se donner des rendez-vous. Ils vont s'écrire des lettres et vont les mettre dans leur casier. La difficulté en fait avec ça, c'est que tu peux très bien écrire ta lettre et dire vas-y viens, on se retrouve à telle heure, telle date, tel endroit. Sauf que la personne elle vient dans le chef-lieu un peu à la dernière minute, elle voit ta lettre et c'est peut-être trop tard. Vous voyez, il y a un peu cette espèce de acte manqué, on peut peut-être pas se voir mais on peut se voir, et c'est ça qui fait que l'émission elle est super intéressante parce que, et que ça te prend, tu te prends au jeu en fait, tu te dis est-ce qu'ils vont se croiser, et quand ils se croisent t'es en mode ils se sont vus. Après bien sûr la production rentre un peu en jeu à un moment donné pour qu'ils se rencontrent tous, comme ça vous êtes spoilés un peu sur ça, mais au départ vraiment c'est ce côté c'est le côté destin qui rentre en jeu et qui forcément ça forge une relation et ça forge des sentiments en fait, parce que dire le destin fait qu'on se soit rencontrés comme ça de cette manière là, ça peut un peu toucher ton cœur, te dire mais en fait c'était peut-être le destin qu'on se rencontre et qu'on finisse ensemble. Vous voyez? Et donc honnêtement j'ai adoré l'émission, un peu comme pour Love Deadline en fait, les décors. Enfin je dis les décors mais vraiment les paysages. Honnêtement moi je suis jamais allée à Nice, donc d'ailleurs s'il y a des Niçois qui regardent la vidéo, coucou. Mais personnellement je suis jamais allée à Nice, j'ai vécu dans le sud mais genre Montpellier en fait. Donc du coup j'ai jamais été dans cette ville là. Et c'est vrai que quand j'ai vu les paysages de Nice et tout, ça m'a trop donné envie d'y aller. Genre je me suis dit mais en vrai Nice ça a l'air trop bien. Cette partie du sud là, elle a l'air vraiment top, j'ai grave envie d'y aller. Genre vraiment c'était super bien filmé, comme un vlog en fait. Et vraiment je vous dis, la relation entre les candidats, que ce soit même entre amis, hein, parce qu'en fait ils créent des relations d'amitié mais également des relations d'amour, c'est super intéressant à voir leurs relations évoluer en fait, et ils sont attachants tout comme dans les autres émissions que je vous ai dit, ils sont super attachants, ils ont tous des personnalités différentes et voir comment ils perçoivent l'amour eux-mêmes. D'ailleurs il y en a certains qui n'ont même jamais connu l'amour et du coup ils vont dans cette émission pour savoir est-ce que je peux connaître l'amour, est-ce que je vais réussir à vraiment pouvoir rentrer dans ce type d'émotion-là, est-ce que je vais reconnaître ce qu'est l'amour. Et tout ça pour dire du coup que Offline Love c'était super intéressant, je trouve que ça a plein de points positifs. Alors après ça peut avoir d'autres points négatifs mais bon à la limite ça va plus être lié à la limite au casting, vous voyez. Mais je trouve vraiment, et je vous dis, je l'ai déjà dit un petit peu dans la vidéo mais je le répète, que les Japonais ont vraiment des idées innovantes sur la façon du coup dont les gens vont tomber amoureux dans leurs émissions de relations amoureuses. Je dis pas que les autres pays n'ont pas ça, mais ça me prend beaucoup plus aux tripes
à regarder des télé-réalités japonaises que par exemple des télé-réalités françaises. J'ai beaucoup plus de mal avec les télé-réalités françaises. Après c'est vrai qu'en France je trouve, bon je parle pas forcément des émissions d'amour, mais celles qu'on connaît les plus, c'est là où t'as tout le temps du clash, t'as des trucs racistes, homophobes, etc. Et j'aime pas entendre les gens crier. Je vous dis, j'ai regardé Les Anges quand j'étais au collège lycée, hein. J'ai regardé ça. Et justement, à chaque fois, je te demande, mais pourquoi ça crie? Pourquoi vous vous battez pour ça? Et des fois, il y avait plein de moments d'injustice que je ne supportais pas, où tu voyais que tout le monde s'acharnait sur une personne. Et j'ai vu que ça s'était empiré avec les années, en plus en termes d'harcèlement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi votre souci? Il y a des gens qui souffrent et t'as tout le monde qui leur saute dessus. Et je me dis, mais... Si vous avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, quels sont vos préférés du coup pour les émissions japonaises. Et pour ceux et celles qui n'ont pas vu, bah écoutez... et que vous allez regarder parce que je vous ai donné envie, dites-moi du coup ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, on se dit du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. À savoir que sur cette chaîne, en fait, je parle vraiment de tout et n'importe quoi. C'est un peu ma chaîne poubelle. Horrible le terme, mais c'est vraiment la chaîne où en fait, dès que c'est pas en rapport avec la K-pop, bah, j'en parle ici parce que je veux pas trop gêner les gens sur mon autre compte qui ont l'habitude et qui sont là pour la K-pop. Du coup, ici, il peut y avoir des story time, de toute façon, vous verrez, hein, il y aura des rediffusions de mes live Twitch. D'ailleurs, venez me suivre sur Twitch si ça vous intéresse de participer au live. Sur les live Twitch, on parle parfois un peu de news K-pop, on peut faire des réactions live, on joue à des jeux, donc là, logiquement, vous aurez sur la chaîne une rediff de mon live Sims 2, par exemple. Je sais que j'ai des vidéos qui sont faites pour le permis, parce que j'avais envie de vous partager mon expérience. Je sais que j'ai également des reviews à des dramas chinois que j'ai envie de mettre sur cette chaîne et qui... devrait arriver incessamment sous peu. Donc voilà, donc il y a plein de types de vidéos du coup qui sont prévues, il y a même des réactions du coup à autre chose que de la K-pop ici, donc c'est un peu, dès que j'ai envie de vous parler d'un truc ou il y a des choses que j'ai envie de découvrir, je le fais ici avec vous. Voilà, donc c'est un peu, je vous dis c'est une chaîne poubelle. Et aussi une chaîne au cas où mon autre chaîne elle saute, c'est déjà arrivé. Voilà, je vous le dis, c'est déjà arrivé. Bref, du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Audrey, salut!